Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un indice qui fait couler pas mal d'encre, le CSI 300 chinois. Imaginez un peu, 20 ans de haut, de bas, parfois très fort, mais toujours comme coincé, on dirait, dans un grand schéma technique. Et si, justement, ce schéma était sur le point de voler en éclats? Voilà notre sujet du jour, le CSI 300. C'est l'indice phare qui regroupe les 300 plus grosses boîtes cotées à Shanghai et Shenzhen. C'est vraiment une bonne loupe sur la santé de l'économie chinoise vue par les marchés. Et pour creuser tout ça, on s'appuie sur une analyse assez poussée, technique et macro, qui est sortie sur Europix le 5 octobre 2025. Un papier dense, oui, mais qui soulève des questions vraiment passionnantes. L'idée, c'est de comprendre ensemble comment cet indice a vécu historiquement, qu'est-ce qui le fait bouger. On va voir que le taux de change, c'est pas si simple. Et surtout, regardez cette énorme figure graphique sur 20 ans qui laisse penser qu'on pourrait avoir une cassure historique peut-être d'ici 2 ans. Alors, allons-y, décortiquons ça. Tout à fait. Le CSI 300, c'est bien plus qu'un simple graphique, hein. Son parcours sur 20 ans, c'est une vraie saga économique chinoise. On y voit les transformations, les ambitions aussi, et puis son intégration, pas toujours facile, dans la finance mondiale. Regardez ça sur le long terme, ça donne vraiment des clés. Alors justement, commençons par ça, par le rythme de l'indice. L'analyse parle d'une certaine régularité, presque étonnante, dans ces grands mouvements sur 20 ans, des cycles longs, assez clairs, une sorte d'horlogerie, comme vous disiez. Oui, c'est ça, c'est un des points clés de l'analyse. Si on regarde les grandes vagues, on voit une périodicité pour un cycle complet, donc hausse puis baisse, qui est autour de 6 à 8 ans. La moyenne calculée, c'est à peu près 6,2 ans sur la période. Et ces cycles, ils se décomposent en deux phases très différentes. Les phases de hausse, elles sont plutôt courtes, en moyenne un peu moins de 2 ans, 1,9 ans pour être précis, mais alors attention, souvent explosives. On a vu des gains de plus 102% et même un incroyable plus 629% lors du tout premier cycle après 2005. Par contre, les marchés baissiers, les corrections, quoi, ça dure bien plus longtemps, 4,3 ans en moyenne. Et là, les dégâts sont sérieux, typiquement entre moins 45% et moins 65% depuis les sommets. L'analyse pointe des pics importants en octobre 2007 et février 2021 et des creux majeurs en mars 2014 et puis le dernier en date, février 2024. D'accord. Et l'analyse dit aussi qu'il n'y a pas que ces grands cycles. Il y aurait des mouvements plus courts à l'intérieur de 15-16 mois environ. C'est un peu comme des petites vagues sur la grande houle. C'est une très bonne image, oui. L'analyse emploie le terme de structure fractale. C'est l'idée que les motifs qu'on voit à grande échelle, les cycles longs, on les retrouve aussi en plus petits et plus rapides, à des échelles de temps plus courtes. C'est assez typique des marchés émergents en fait, qui réagissent parfois plus vite aux nouvelles ou aux flux de capitaux. Donc oui, imaginez des vaguelettes sur la houle. Ça peut offrir des opportunités pour une gestion plus tactique, même si la tendance de fond, elle, est donnée par le grand cycle. Passons à un point que l'analyse juge vraiment essentiel et qu'on a tendance, c'est vrai, à sous-estimer, l'impact du taux de change. La performance n'est pas du tout la même si on regarde en yuan, la monnaie locale, ou en dollars US. C'est si important que ça? Ah oui, c'est fondamental, surtout pour un investisseur qui n'est pas en Chine. Le taux de change, ce n'est pas juste un petit ajustement à la fin, ça peut complètement changer la donne. Soit ça vous donne un coup de pouce énorme sur les gains, soit ça enfonce le clou sur les pertes. Et son effet, il change beaucoup selon les périodes et le contexte éco. L'analyse donne des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Prenez la première grosse envolée, 2005-2007. L'indice fait plus 629% en yuan. Énorme. Mais pour un investisseur en dollars, c'était plus 704%. Ah oui, quand même, plus de 70 points d'écart, hein. Exactement. Et ça, c'est dû à la forte appréciation du yuan à cette époque. Juste après la réforme de son régime de change, la Chine intégrait l'OMC, les excédents commerciaux explosaient, le change a joué à plein. Ensuite, la longue traversée du désert, 2007-2014. En yuan, la chute est de moins 65%. C'est violent. Mais en dollars, c'était seulement moins 57,5%. Pourquoi? Le yuan a continué de monter face au dollar. Voilà. Malgré la crise des subprimes et le ralentissement mondial, le yuan a relativement bien tenu face au dollar. Donc, cette appréciation a un peu amorti la chute pour l'investisseur en dollars. Plus récemment, entre 2019 et le pic de février 2021, avec la reprise post-Covid et des excédents chinois records, le yuan s'est encore apprécié. Résultat, un bonus de plus 13 points en dollars par rapport au yuan.
Mais attention, le vent tourne. La période récente, février 2021, février 2024, c'est le contraire. La baisse de l'indice était de 47,6% en yuan, mais elle passe à moins 53,1% en dollars. Ah oui, là, le change a aggravé les choses. Exactement, parce que pendant cette période, le yuan s'est déprécié face au dollar. Donc l'investisseur en dollars a doublement souffert. Baisse de l'indice et baisse de la devise. Et justement, cette période 2021-2024, elle a été particulièrement secouée, non? L'analyse insiste là-dessus en reliant les chiffres au contexte. Un contexte de fortes turbulences, notamment sur le plan réglementaire. Tout à fait. Cette phase de baisse et de dépréciation du yuan, elle coïncide avec une série de chocs internes très forts en Chine, que l'analyse rappelle bien. Il y a eu la politique zéro Covid, bien sûr, et son coût économique, la crise de l'immobilier avec Evergrande comme symbole, et puis surtout une grande campagne de reprise en main réglementaire qui a visé de plein fouet le secteur de la tech, qui était en plein boom. L'analyse cite 3 exemples très marquants. D'abord Alibaba. On se souvient des critiques de Jack Ma fin 2020, suivies de très près par le blocage de l'IPO dans le groupe, puis cette amende record, 2,75 milliards de dollars en avril 2021. L'impact sur la confiance et sur le cours de bourse a été immédiat. Oui, c'était spectaculaire. Ensuite, il y a eu Didi Chuxing, le Uber chinois. Ils font leur IPO à New York en juin 2021, apparemment un peu en force, contre l'avis de Pékin, qui s'inquiétait pour la sécurité des données. 2 jours après, paf, enquête de cybersécurité. Ah oui, très rapide, hein? Très rapide. Résultat zéro. Les applis retirées des stores en Chine et quelques mois plus tard, ils annoncent leur retrait de la bourse américaine. La valeur s'est effondrée. La crainte, c'était vraiment la fuite de données sensibles sur les déplacements. Et puis, bien sûr, Evergrande, le symbole de cette crise immobilière, un mastodonte avec 300 milliards de dollars de dette. Pékin a durci l'accès au crédit en 2020 et fin 2021, ils font défaut. La liquidation judiciaire a été ordonnée début 2024 et là, l'impact va bien au-delà d'Evergrande. L'immobilier, c'est plus d'un quart du PIB chinois. Ça a vraiment sapé la confiance des ménages, des investisseurs. Donc oui, ces 3 cas montrent bien le poids de ces facteurs internes entre 2021 et 2024. Cette histoire de taux de change, ça amène une question un peu plus technique, mais importante pour nous, investisseurs internationaux. Comment la Banque centrale chinoise, la PBOC, elle gère sa monnaie au juste? Et l'analyse apporte un éclairage là-dessus, c'est intéressant. Elle explique que la PBOC, la Banque centrale chinoise, elle intervient beaucoup sur le marché des changes, oui, mais sa priorité absolue, c'est de gérer le taux du yuan par rapport au dollar américain, la paire USD-CNY. La gestion par rapport à l'euro, la paire ER-CNY, elle est beaucoup moins directe, voire quasi inexistante. Attendez, là j'ai besoin d'une précision. Si la PBOC stabilise le yuan face au dollar, pourquoi l'investisseur européen serait-il, lui, plus exposé au risque de change yuan? J'ai du mal à suivre la logique. C'est une excellente question. Ça montre bien la subtilité. En fait, la conséquence de cette politique centrée sur le dollar, c'est que la volatilité de l'euro face au yuan, EUR-CNY, est structurellement plus forte. L'analyse l'estime à peu près 2 fois plus forte que celle du dollar face au yuan, USD-CNY. Ah bon? Mais pourquoi? L'investisseur européen, il subit la combinaison des 2 volatilités. Celle de l'UR-USD, plus celle, même si elle est un peu gérée, de l'USD-CNY. Je vois. Alors que l'investisseur américain, lui, il n'est exposé que à la volatilité de l'USD-CNY, qui est en partie maîtrisée par la PBOC. Donc, pour l'investisseur européen, l'impact du change, qu'il soit positif ou négatif, peut potentiellement être beaucoup plus fort. D'accord, c'est beaucoup plus clair maintenant, merci. C'est un risque asymétrique important à avoir en tête. Exactement. Et les investisseurs chinois, eux, évidemment, sur leur marché, ils n'ont pas ce risque de change direct. Bon, tout ça nous amène au clou du spectacle visuel de l'analyse, ce fameux graphique sur 20 ans qui montre une figure technique absolument énorme en train de se former. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'élément graphique central. L'analyse parle d'une configuration de très très long terme, qu'on appelle un triangle ascendant. Il y a 2 choses qui la définissent. D'abord, une ligne de résistance horizontale, un vrai plafond de verre. Il se situe autour de 5900 points pour l'indice en yuan. Ça correspond, selon le change du moment, à une zone de 800-950 points en dollars. Et ce niveau, il a bloqué l'indice 3 fois. 3 fois. Oui. Le pic historique d'octobre 2007, ensuite le pic de juin 2015 et le dernier en février 2021. C'est vraiment une zone où
Historiquement, les vendeurs ont repris la main massivement. D'accord, ça c'est le plafond. Et l'autre côté du triangle? L'autre côté, et c'est peut-être le plus intéressant selon l'analyse, c'est une ligne de support, mais elle est oblique et ascendante. Elle relie les grands creux de l'indice depuis 20 ans. Le point bas initial vers 2005, puis le creux de 2014, celui de 2019, et le tout dernier en février 2024. Et le fait que chaque grand creux soit plus haut que le précédent, ça c'est très significatif. Ça veut dire quoi concrètement? Ça suggère que même si les corrections sont fortes, la pression acheteuse revient à des niveaux de plus en plus élevés. Ça montre un renforcement structurel de la demande, une accumulation progressive sur le très long terme. Chaque baisse est moins profonde que la précédente en quelque sorte. Et donc, la rencontre entre ce plafond horizontal, qui n'a jamais été franchi, et ce plancher qui monte, ça forme ce fameux triangle ascendant. En analyse technique, on dit que c'est une figure de continuation haussière. L'idée, c'est que la pression des acheteurs, le support qui monte, se construit petit à petit sous une zone de vente bien identifiée, la résistance. Plus le temps passe, plus l'écart se resserre entre les deux lignes et plus la pression monte. Statistiquement, ce genre de figure, ça se résout le plus souvent par une cassure de la résistance du plafond, surtout quand il a déjà été testé plusieurs fois sans succès. La figure dit qu'on va forcément sortir de ce triangle, à un moment ou à un autre. Donc, si je résume, après 20 ans où ça bute sur ce niveau des 5900 points, la forme actuelle du graphique suggère que les acheteurs sont en train de gagner du terrain, structurellement. C'est une lecture tout à fait plausible et même probable de cette figure de long terme, oui. Le signe le plus fort, ce sont ces creux qui sont systématiquement plus hauts. Ça montre une vraie résilience du marché, une volonté d'acheter les replis de plus en plus tôt, cycle après cycle. Alors, où est-ce qu'on en est là précisément? Fin septembre 2025, quand l'analyse est publiée, et quelles sont les perspectives à plus court terme? Alors, au moment où l'analyse est faite, le 26 septembre 2025, l'indice CSI 300 est vers 4550 points en yuan, ce qui est déjà une belle remontée, plus 46,4% depuis le dernier grand creux de février 2024. Donc la phase de hausse actuelle, elle dure depuis 1 an et 8 mois environ, 1,65 ans. Disons mature de ce cycle haussier à court ou moyen terme. Ceci dit, l'analyse pense qu'il y a encore potentiellement de la marge pour continuer à monter pendant plusieurs mois, peut-être une dizaine. L'objectif serait d'aller retester cette fameuse zone de résistance historique, là, entre 5500 et 6000 points en yuan. D'accord. Donc le scénario central de l'analyse, c'est une nouvelle confrontation avec ce plafond, probablement courant 2026. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois ça passe? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait encore bloquer? Alors, l'analyse met en avant plusieurs arguments techniques qui disent que la probabilité de casser est plus forte cette fois. D'abord, la force intrinsèque du marché. Ce dernier creux de 2024 est le plus haut de toute la série. C'est un signe de force. Ensuite, un argument un peu statistique. On dit souvent qu'une résistance s'affaiblit à force d'être testée. Donc, une quatrième tentative aurait statistiquement plus de chances de réussir que les 3 premières. Et puis, il y a des indicateurs comme la volatilité qui diminue à l'approche de la résistance ou le momentum haussier qui est bien là depuis début 2024. Tout ça est vu comme positif. Et du côté macro, fondamental? Là aussi, il y a des catalyseurs possibles. L'analyse cite les politiques de soutien que Pékin peut encore activer si besoin, la transition de l'économie chinoise qui continue vers la conso, la tech, les valorisations aussi qui restent souvent plus attractives qu'en Occident. Et puis, un point important, l'intégration progressive des actions chinoises dans les grands indices mondiaux, comme MSCI ou FTSE. Ça crée des flux d'achats structurels de la part des gros investisseurs institutionnels. Bien sûr, il y a toujours des risques. Ah oui, évidemment, le chemin n'est jamais tout tracé. L'analyse rappelle les gros risques qui pèsent toujours. Les tensions géopolitiques, surtout entre la Chine et les États-Unis, ça reste une épée de Damoclès. La crise immobilière, même si elle semble gérée, elle n'est pas finie, elle pourrait ressurgir. Un ralentissement économique plus fort que prévu, ou des décisions de politique monétaire qui freineraient la machine, sur les taux, sur le yuan, ça pourrait aussi casser l'élan. Mais si ça passe, si on franchit durablement ces 5900, 6000 points. Alors là, si la cassure est confirmée, c'est-à-dire si on passe nettement au-dessus et qu'on y reste, l'analyse technique ouvre des perspectives de hausse qui pourraient être très importantes. Les calculs basés sur l'amplitude de la figure donnent une première cible vers 6500-7000 points, assez vite après la cassure. À moyen terme, disons 2-3 ans, la zone des 8000-9000 points deviendrait envisageable. Il y a même une projection maximale basée sur toute la hauteur du triangle depuis 2005 qui irait chercher les 10 000 points. Mais bon,
Attention, hein, ce sont des projections. Il faut d'abord que la cassure ait lieu. Donc si je résume l'idée forte, après 20 ans à osciller dans un grand canal, le CSI 300 est dans une configuration technique majeure, ce triangle ascendant qui arrive à un point critique. Et les signaux, comme ces creux de plus en plus haut, suggèrent que les vendeurs s'épuisent face à une demande qui se renforce à chaque cycle. C'est exactement ça la synthèse. Après 3 échecs sur ce plafond historique vers 5900, l'analyse juge que la probabilité d'une cassure par le haut lors de la prochaine tentative est de plus en plus sérieuse. Et si on relie ça au contexte plus large, les efforts de transformation de l'économie chinoise, les valorisations, les flux d'investissement potentiels, ça dessine une opportunité structurelle qui pourrait être majeure pour les années qui viennent. Le message de fond de ces creux ascendants, malgré toutes les crises traversées, c'est celui d'un renforcement, d'une maturation du marché action chinois sur le très long terme. Ce qui nous ramène à la question que pose l'analyse finalement, hein. Ce n'est peut-être plus si ce plafond va céder, mais plutôt quand ça pourrait arriver. C'est une bonne façon de le voir, oui. Et pour finir, peut-être une pensée un peu plus large, au-delà des chiffres. Si cette cassure historique, attendue depuis si longtemps, se produisait enfin, après 20 ans, qu'est-ce que ça nous dirait sur la résilience, la capacité d'adaptation de la deuxième économie mondiale face au cycle et à ses propres défis? Et quel impact ça pourrait avoir sur la façon dont les investisseurs du monde entier voient la Chine pour la prochaine décennie? Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration. Merci à vous.